Dans l'actualité de ce vendredi 31 mai, la 5e édition du TICAD, thème cette année, main dans la main avec une Afrique plus dynamique. En attendant l'ouverture demain, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part aujourd'hui à un panel. Les détails en début de journal. Sur 650 millions de fumeurs dans le monde, 5 millions meurent chaque année à cause du tabac. Au moment où on célèbre aujourd'hui la journée mondiale anti-tabac, le constat est amer. Le tabac tue plus vite que le paludisme et le VIH-Sida. Et puis le capitaine des éléphants Didier Drogba réagit à sa non-sélection en équipe nationale. Il confirme les dires de Sabri Lamouchi. Son absence en sélection a été décidée de commun accord. Il a besoin de récupérer. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Main dans la main avec une Afrique plus dynamique, tel est le thème du TICAD, le rendez-vous incontournable des relations entre le Japon et les pays d'Afrique. À sa 5e édition, elle se tiendra du 1er au 3 juin à Yokohama, au Japon. Le sommet de haut niveau est placé sous le signe de la croissance durable et inclusive. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est l'un des invités de la rencontre. Il était à la tribune aujourd'hui. Le reportage de notre envoyé spécial au Japon, Abiba Dambélé Sawe. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement vont participer à partir du 1er juin à la 5e conférence internationale de Yokohama sur le développement de l'Afrique. L'occasion de renforcer les partenariats entre l'Afrique et le Japon autour du thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». À la veille de cette conférence, 3 leaders africains, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall et le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, ont été invités à partager leur vision sur le développement inclusif et dynamique devant un parterre de personnalités et d'universitaires. La conseillère spéciale du président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Mme Sagato Okata, après son mot de bienvenue, s'est félicitée des efforts accomplis sur le continent en termes de croissance économique et a assuré les leaders présents de la volonté de l'Agence japonaise de coopération internationale à poursuivre ses appuis aux pays africains. Les 3 panélistes de haut niveau ont été invités à exposer sur le thème du jour, le développement inclusif et dynamique. Le président Alassane Ouattara a instruit l'assistance des progrès accomplis en Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Il a fait le point des projets en faveur des jeunes et des femmes, des réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé et en matière de gouvernance. En Côte d'Ivoire, notre priorité est de faire en sorte que l'emploi pour les jeunes soit véritablement une très grande priorité. C'est ainsi que nous avons non seulement indiqué aux entreprises que cela était une nécessité pour la stabilité du pays, mais également nous avons mis en place des fonds spéciaux pour aider les jeunes comme pour aider la microfinance pour les femmes. Le chef de l'État a fait part de la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, dont le taux de croissance atteint les 10%. Le président Ouattara a appelé les investisseurs japonais à s'intéresser à la Côte d'Ivoire et s'est dit favorable à un plus grand rôle du secteur privé dans la relance économique. Notre expérience en Côte d'Ivoire a montré que pendant près de 40 ans, le secteur privé a été un moteur formidable de croissance et que pendant 10 années, quand on a abandonné cette option, l'économie a manqué totalement de croissance, à tel point que le taux de croissance annuel était bien inférieur au taux de croissance démographique. Maintenant que nous avons repris l'investissement privé, nous réalisons quasiment une croissance à 2 chiffres. Je suis d'avis que le secteur privé doit avoir la primauté dans notre mécanisme d'orientation de la politique économique. Je voudrais vraiment lancer un appel à la JICA de faire davantage, de faire beaucoup plus en matière de participation dans certains grands projets d'infrastructure. Le président sénégalais Macky Sall, en phase avec le président Alassane Ouattara, tous 2 libéraux, et le Premier ministre éthiopien ont eu au cours de cette table ronde qui a duré 1h30 une tribune au pays du soleil levant pour présenter leur vision du développement de leur pays. Avec cette présence du président Ouattara en terre japonaise, c'est aussi l'axe Abidjan-Tokyo qui est réchauffé. Il a échangé dans la journée avec le chef du gouvernement japonais, Shinzo Abe. Les 2 hommes ont évoqué les relations bilatérales entre leurs 2 pays. Reportage.
La rencontre entre le président de la République et le premier ministre japonais Shinzo Abe s'est déroulée ce vendredi après-midi au 3e étage de l'hôtel intercontinental de Yokohama, la deuxième ville du Japon en termes de population, avec ses 3 681 279 habitants. Les deux délégations ont échangé sur la coopération entre les deux États. Le Japon qui accompagne la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. L'État japonais a déjà annulé 20,2 milliards de la dette ivoirienne et s'implique dans de nombreux projets, notamment la réhabilitation des forêts, l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire, l'approvisionnement en eau et la santé. Le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, a fait également le tour des grandes questions internationales avec le Premier ministre japonais. Un excellent entretien avec le Premier ministre Abe. Je lui ai indiqué que je venais pour la 3e fois à la conférence TICAD et que c'était un plaisir renouvelé. Et car ces conférences nous donnent toujours l'occasion de renforcer davantage la coopération entre le Japon et les pays africains. Nous avons parlé de coopération bilatérale, les investissements japonais en Côte d'Ivoire, mais également nous avons abordé les grandes questions internationales. Et sur ces questions, nous avons une parfaite identité de vue, puisque le Japon a une culture de paix, une contribution de paix aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Et nous leur avons dit que nous sommes tout à fait disposés à soutenir le Japon dans toutes ses actions. Nous avons approfondi les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre nous a indiqué que très bientôt, une mission conjointe du secteur public, JICA, avec des investisseurs privés viendront à Côte d'Ivoire pour s'enquérir des possibilités d'investissement, car, dit-il, la Côte d'Ivoire est un pays prometteur, un pays où les politiques économiques permettent aux entreprises de trouver donc les possibilités d'investissement. Monsieur le Président, qu'attend la Côte d'Ivoire du Japon? Nous attendons beaucoup du Japon. Vous savez, le Japon contribue beaucoup dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la coopération financière, la coopération technique. Mais nous avons mis cette fois-ci l'accent sur toutes les questions d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale. Vous savez que nous avons un vaste programme d'approvisionnement en eau potable, non seulement de la ville d'Abidjan, mais également de toute la Côte d'Ivoire. Et ceci est un très grand projet de près de 500 millions de dollars. Donc nous avons besoin de la contribution du Japon, qui a une très grande expertise en la matière. Nous avons également demandé la participation du Japon à l'assainissement de la baie d'Abidjan. Voilà, c'est de nombreux projets dont nous avons discuté. Certains sont du domaine privé, mais beaucoup sont également du domaine public. Le président Alassane Ouattara et son épouse, ainsi que les membres du gouvernement et les délégations des autres pays présents au Japon pour cette 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ont été conviés à une réception de bienvenue offerte par le Premier ministre du Japon et Madame le maire de Yokohama, au Yokohama Royal Park Hotel au 3e étage à la salle Osho. À côté du volet politique, il y a aussi le volet affaires. Toujours sur place à Yokohama, le président Alassane Ouattara a accordé 2 audiences cet après-midi. La première au président de l'agence japonaise de coopération et la seconde au président du conseil d'administration du groupe Mitsubishi. En ligne de mire, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé-Saoui. L'agence japonaise de coopération internationale a participé jusqu'en 2002 à une série de projets portant notamment sur la modernisation de la culture du riz, la réhabilitation des installations du CHU de Cocody et du port de pêche de San Pedro. La JICA entend déployer une aide humanitaire pour le retour des déplacés internes et a en projet l'élaboration de plans dans divers domaines comme l'agriculture, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau, la sécurité et la gouvernance. Le président de la JICA est venu réaffirmer au président Alassane Ouattara la volonté de son pays, le Japon, à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social et à intensifier la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le docteur Akihito Tanaka,
président de la JICA, a félicité le président Alassane Ouattara pour les bons résultats économiques obtenus par la Côte d'Ivoire. En tant qu'agence d'exécution de l'aide publique au développement du Japon, la JICA soutient et aide les pays en voie de développement, selon sa vision d'un développement inclusif et dynamique. La seconde audience a été accordée au président du conseil d'administration du groupe Mitsubishi Corporation, qui s'est dit intéressé par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Un groupe qui, dans le cadre de la diversification de ses activités, envisage d'investir dans le cacao, les mines et l'énergie. Le président Henri Konan Bédié est à Paris. Il prendra part mercredi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une distinction de l'UNESCO qui se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Cette année, le lauréat désigné le président François Hollande, en partie pour son action au Mali. Tout autre chose, il y a 10 ans, le siège de la Banque africaine de développement BAD quittait Abidjan pour Tunis. En cause, la crise sociopolitique qui a frappé la Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la crise post-électorale, les autorités ivoiriennes travaillent à ce retour. Un retour, symbole de stabilité retrouvée dans le pays. Il aura fallu 3 ans pour arriver à ce résultat. Les étapes de ce retour avec Adama Koné. 10 ans après sa relocalisation à Tunis, la Banque africaine de développement retourne à la maison au bord de la lagune Ibrié. La décision est sans appel. Le Conseil des gouverneurs des 48e Assemblées annuelles a confirmé le retour de la BAD à son siège d'Abidjan dès l'ouverture de ses travaux ce jeudi 30 mai à Marrakech. Mais que de chemin parcouru depuis. L'on se rappelle que c'est après la crise de 2002, pour des raisons de sécurité, que l'institution panafricaine se replie en Tunisie. Les responsables parlent de relocalisation temporaire, mais le temps passe et certaines réflexions sont même développées sur une éventuelle sédentarisation de l'institution en dehors d'Abidjan. À tout le moins que toutes les activités ne soient plus transférées à Abidjan. Mais les autorités ivoiriennes tiennent au respect des textes. Il est mis sur pied un cadre de revue permanente de la situation en Côte d'Ivoire. Son but est de suivre l'évolution de la situation sécuritaire, indicateur important pour toute décision. En 2010, le pays est choisi pour abriter les 45e assemblées annuelles. En réalité, il s'agit d'un test grandeur nature pour évaluer les capacités de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, la BAD affiche sa volonté de revenir à Abidjan. Seulement, le dossier reste coincé dans le labyrinthe des procédures de l'institution. Un an après, soit en juin 2011, au 46e Assemblée annuelle de la BAD à Lisbonne, le dénouement de la crise post-électorale fait bouger les lignes. Le Conseil des gouverneurs décide de porter à 3 ans la période de relocalisation temporaire. Les nouvelles autorités d'Abidjan pensent qu'il faut accélérer le processus. C'est alors que le chef de l'État, Alassane Ouattara, monte au créneau. Il prend part aux 47e assises à Arusha en Tanzanie, où il livre le 30 mai un discours fort sur la renaissance économique de l'Afrique et donne les perspectives sur le nouveau visage de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, avec tact, il active le volet économico-diplomatique dans la capitale tanzanienne. Dès lors, les choses s'accélèrent. Le président de la BAD, Donald Kaberuka, se rend à Abidjan pour la signature de l'accord de siège révisé donnant pleine propriété à la BAD sur la parcelle de terrain de son immeuble d'Abidjan. Le statut des agents est renforcé. L'immeuble CCIA est gracieusement offert pour permettre aux premiers agents de travailler. Les ministères techniques retroussent les manches et travaillent donc à un retour réussi. Les travaux dans les écoles et les bâtiments pour logement sont engagés. Ces différentes offres charment l'institution. Résultat, aujourd'hui, le retour de la BAD n'est plus un vœu. Un calendrier est établi et les premiers agents sont annoncés pour le mois de juillet. Sur 650 millions de fumeurs dans le monde, 5 millions meurent chaque année à cause du tabac. À l'heure où on célèbre aujourd'hui la journée mondiale anti-tabac, vous devez savoir que le tabac tue plus vite que le paludisme et le VIH. Alors, comment relever le défi de la lutte contre le tabagisme? La réponse dans cette analyse de Delphine Blas. Yélé fume en faisant fi des risques auxquels il s'expose et pourtant, au bout de ce plaisir, se trouve la mort.
Partout dans le monde, plus d'1 milliard de personnes consomment du tabac. Chaque année, près de 6,3 millions de personnes meurent prématurément de maladies liées au tabac, c'est-à-dire plus que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Il faut aussi compter le décès de 600 000 non-fumeurs suite au tabagisme passif. Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac entraînera 8 millions de décès par an d'ici 2030, dont 80% dans les pays en développement. Un tableau sombre. Face à ce schéma, une lutte hardie s'impose à chacun de nous pour relever le défi d'une vie sans tabac. C'est vrai que c'est une activité qui génère des emplois, mais qui, en même temps, nuit à la société, particulièrement aux habitants, surtout aux hommes. Il faut montrer les dangers du tabac aux hommes, faire des projections pour qu'ils comprennent qu'il y a danger à fumer la cigarette. Un artiste qui a très joué, Issa Sanogo, que tout le monde connaît, qui est malade de ça. Ça doit nous interpeller que le tabac est très dangereux. Donc, je pense que les mesures dont le gouvernement a prises, je pense que c'est très bon, mais c'est de frapper fort pour que, lorsqu'on voit quelqu'un fumer au milieu du public, qu'on l'interpelle et qu'il paie des amendes. Autre proposition pour réduire et empêcher le tabagisme, le soutien à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et notamment les textes sur le tabac qui augmentent le prix des cigarettes, les illustrations de mise en garde, les interdictions de publicité et les environnements sans tabac. La lutte contre le tabagisme doit s'illustrer à travers 2 exemples, l'un concernant le monde de l'entreprise, l'autre le monde de la santé. Ces dernières années, la vente de produits de tabac a diminué ou stagné dans les pays riches, tandis que le tabagisme s'est accentué dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La plupart de ces pays ne disposent pas de politique efficace de lutte contre le tabagisme et sont peu sensibilisés aux effets du tabac sur la santé. Dans les pays où pousse le tabac et qui fabriquent des produits à base de cette plante, l'industrie du tabac exerce une influence considérable et s'oppose activement à l'adoption de politiques de lutte contre le tabagisme. En Côte d'Ivoire, le décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics arrive à point nommé, mais il doit être accompagné de campagnes de sensibilisation pour éviter une mort innocente des victimes du tabagisme passif. La Côte d'Ivoire prend la question de la lutte anti-tabac très au sérieux. Aujourd'hui, la ministre de la Santé a évoqué des mesures visant à interdire toutes les formes de publicité en faveur du tabac. Souvenez-vous, il y a plus de 6 mois, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été signé par le gouvernement ivoirien, mais hélas, il n'est toujours pas appliqué. Gabriel Zani. Depuis le lancement de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en avril dernier, les fumeurs continuent d'allumer leurs cigarettes n'importe où en présence des non-fumeurs. Dans les marchés comme dans les gares routières, il est fréquent de voir des transporteurs fumer en attendant les passagers. Pourtant, tous les lieux publics ouverts sont concernés par le décret. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est encore respectée en partie. Peut-être parce que les usagers ignorent que tous les lieux clos ou ouverts, accessibles au grand public, sont concernés par le décret. Ce qui fait que le résultat des 2 mois de sensibilisation des populations sur le décret n'est pas encore perçu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les adolescents sont les plus touchés par la consommation du tabac. 7 filles et 25 garçons sur 100 fument dans les écoles selon une étude réalisée en 2009. Mais les spécimens de signalisation d'interdiction de fumer sont affichés dans les restaurants, les boîtes de nuit, dans certains véhicules et non dans toutes les écoles. Pourtant, le ministre de la Santé s'était adressé aux jeunes élèves lors du lancement officiel de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Le ministère de la Santé a donc décidé de proroger le délai de la durée de la campagne pour sensibiliser le maximum de jeunes et de personnes. Mais les habitudes ont la peau dure et la fumée de la cigarette tue le fumeur et le non-fumeur. Il serait donc temps de passer à la phase de la mise en vigueur des mesures contraignantes prévues à cet effet. Essayez de ne pas fumer pendant toute une journée. C'est le pari que lance chaque année l'ONU aux fumeurs. Impossible de dire avec certitude combien vous êtes à avoir suivi cette consigne. Inutile de le dire, le tabac est dangereux. On enregistre 5000 cas de décès par an en Côte d'Ivoire. D'où l'importance de la législation en cours. Beket Aliko, Delphine Blas.
Avoir un système de santé performant, c'est l'ambition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui a rencontré les agences du système des Nations Unies. Le ministre Raymond Goudou Kofi a fait part de ses priorités. Nos priorités se définissent sur la remobilisation du personnel de santé. La deuxième chose, c'est de mettre un accent particulier sur la protection de la mère et de l'enfant. Impulser une nouvelle dynamique à la santé, le système des Nations Unies se dit prêt à accompagner le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans sa mission. Le plan national de développement réserve une place importante à la santé. Et des orientations stratégiques ont été définies pour spécifier davantage ce qu'il est important de faire et ce qu'il est prioritaire de faire. C'est dans cet esprit que nous allons travailler la main dans la main avec Madame le ministre pour le bien des populations ivoiriennes. Cap a été mis sur l'hôtel du district pour la commémoration de la journée mondiale anti-tabac. À cette occasion, le ministre de la Santé a signifié que la création d'espaces pour les fumeurs n'est pas une affaire du gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de créer des espaces, n'est-ce pas, pour les fumeurs. Le gouvernement est là pour donner des directives afin que les populations puissent mieux se sentir. Remise de diplômes aux personnes engagées dans la lutte anti-tabac, prestations d'artistes et films ont marqué la cérémonie. Lui seul fait perdre à plus de 700 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le marché de la contrefaçon constitue un véritable frein pour l'économie africaine en général. La journée internationale de la contrefaçon vient d'être célébrée. Le secteur de la santé est l'un des plus touchés. 30 à 40% des médicaments sont contrefaits. Un problème de santé publique. C'est un sujet de Ouattara Amadou et Brahima Doumbia. Violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose faisant ainsi allusion à la notion de plagiat sans en avoir le droit ou en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. La contrefaçon sous-entend souvent la chose de mauvaise qualité. Dans le secteur cosmétique en Côte d'Ivoire, la contrefaçon représente plus de 30% de perte de chiffre d'affaires. En 2008, une société a intercepté 458 000 tubes de pâte dentifrice contrefaits. La contrefaçon a contribué à la suppression d'environ 6 000 emplois. Ces chiffres montrent que le pays est une destination prisée par les contrefacteurs qui y déversent toutes sortes de produits. Cet état de fait accroît le taux de pauvreté. L'un des secteurs les plus touchés par la contrefaçon en Afrique reste le secteur des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 30 à 40% des médicaments sont contrefaits et 50% des traitements antipaludéens sont faux. Toujours en Côte d'Ivoire, sur environ 12 entreprises de textiles que comptait notre pays, il y a une dizaine d'années, il en reste moins de 5 encore en activité. Aujourd'hui, la contrefaçon fait perdre 780 milliards de francs CFA par an à l'économie nationale. Face à ce phénomène, une journée mondiale anti-contrefaçon a été instituée depuis juin 1998 et est célébrée tous les 28 mai. Les objectifs de cette journée, sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon et à la lutte contre la contrefaçon. On croyait que ces produits moins chers soulageaient les consommateurs que nous sommes. Ça nous pose énormément un problème de santé. Tout ce que nous utilisons au quotidien aujourd'hui est touché par la contrefaçon. Cette lutte doit donc être l'affaire de tous. Un seul geste pour y parvenir, exiger toujours le produit original et refuser celui de la contrefaçon. Il est appelé à de nouvelles fonctions. Akasaye Lazare, ex-directeur général de la RTI, a été célébré aujourd'hui par ses collaborateurs. Son successeur, Amadou Bakayoko, lui a rendu hommage cet après-midi lors d'une cérémonie en son honneur. Maïsako. C'est un hommage bien mérité qui a été rendu à Akasaye Lazare, ancien directeur général de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Un tribut de la part de la direction générale après 30 années passées auprès de ses collaborateurs. Pour les agents de la RTI, c'est un dirigeant, mais aussi un ami, un frère et un père qui part de la maison. Akasaye Lazare a été salué pour son professionnalisme et sa rigueur dans le travail. C'est un homme d'engagement qui ne ménage pas ses heures.
pour la maison RTI. Donc ce sont des valeurs très importantes et c'est un peu tout le sens de cette cérémonie aujourd'hui, c'est de célébrer cette valeur d'engagement et de travail. Selon l'ex-directeur général de la RTI, cette cérémonie d'hommage a une grande signification pour lui. Cette cérémonie, cette réception hommage, pour moi représente l'une des plus belles pages de l'histoire de ma carrière à la RTI. Je vous le dois. Cet initiateur, c'est le DG, mais si vous n'étiez pas là, je vous le dois, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Les agents de la RTI gardent un bon souvenir de leur ancien directeur. Un homme calme, doux, dynamique, déterminé, sont là les qualités. C'est une cérémonie quand même innovante. C'est la première fois que la RTI rend hommage à un de ses grands directeurs partant, qui est parti d'ailleurs. Vraiment, c'est émouvant pour nous. Nous avons travaillé, moi je le connais en personne. C'est un grand frère, il a été vraiment à la hauteur de la tâche. Je peux lui dire merci dans ses nouvelles fonctions. Après la RTI, la nouvelle destination de l'ancien directeur général est l'AIGF, agence ivoirienne de gestion des fréquences, où il occupe le poste de président du conseil d'administration. L'information au bout du doigt, c'est possible depuis aujourd'hui. Le groupe de presse national Olympe vient de lancer son application infodrome.com. À partir d'un smartphone ou une tablette, vous pourrez désormais consommer gratuitement toute l'actualité d'ici et d'ailleurs. Gabriel Zani. Attentif aux mutations des technologies de l'information, le groupe Olympe a adapté son service d'information. Il propose une application dénommée l'infodrome.com. Disponible seulement sur les tablettes, les iPhones et smartphones, les adeptes de ces nouveaux outils pourront accéder à l'actualité par simple connexion. Présidant la cérémonie de lancement de l'infodrome.com, le ministre de la Communication a appelé les dirigeants du groupe Olympe et au-delà, tous les patrons de groupes de presse à faire la promotion du bon journaliste. Nous avons le même objectif, avoir une presse bien organisée avec des journalistes professionnels qui vivent décemment de leur métier. J'estime que c'est seulement ainsi qu'ils l'exerceront en toute responsabilité en étant des acteurs de paix et non des instruments pour la fragilisation de l'équilibre social. Avec le digital de plus en plus présent dans la vie des populations, la presse ivoirienne dans son ensemble se trouve être aujourd'hui confrontée aux défis du numérique. Et puis cette information en bref, un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ex-chef d'État déchu de Centrafrique, François Bozizé. Les chefs d'accusation qui pèsent contre lui sont entre autres accusations pour génocide. Sport à présent, c'est lundi que commencent les entraînements pour les éléphants. Nos footballeurs se préparent aux 2 matchs éliminatoires du Mondial 2014. Avant ces rencontres à Capitale, le sélectionneur des éléphants, Sabri Lamouchi, était face à la presse ce vendredi. Entre autres sujets abordés, l'absence de certains ténors en sélection, notamment Kolo Touré, Emmanuel Eboué et Didier Drogba. Une décision consensuelle. Regardez. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a donné des nouvelles des éléphants avant les 2 matchs capitaux contre la Gambie et la Tanzanie. L'absence de Didier Drogba était l'un des points sur lesquels Sabri Lamouchi était le plus attendu. C'est d'un commun accord parce que je suis conscient de tout ce qu'il a apporté et vous aussi. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu toute la saison. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il peut encore apporter. Mais moi, en tant que professionnel, je dois, avec lui, voir dans quelles conditions on doit faire en sorte qu'il nous apporte encore et qu'il nous donne le maximum. Didier Drogba sera de retour en sélection au mois d'août 2013 pour un match amical, a révélé Sabri Lamouchi. En plus de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire sera privée de Gervinho, suspendu contre la Gambie pour cumul de cartons jaunes. Mais Sabri Lamouchi se dit serein. Ça va être un manque, mais nous avons assez de force offensivement pour pouvoir y pallier. Il nous faut être patient, vigilant, concentré, déterminé. La préparation pour ces 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 se fera à Abidjan.
Les joueurs arrivent progressivement. Les premières séances d'entraînement débuteront le lundi 3 juin 2013 à Sol Béni. Justement, le capitaine des éléphants, Didier Drogba, lui a réagi sur la même question. Il confirme les dires de Sabri Lamouchi. Son absence en sélection a bien été décidée de commun accord. On l'écoute. Quand j'y suis, les gens se plaignent. Quand j'y suis pas, on se plaint encore. Depuis le mois de mai dernier, lorsque j'ai quitté Chelsea, je n'ai pas fait de préparation physique. Donc je suis arrivé après une douzaine de jours de vacances. J'ai enchaîné directement les matchs en Chine, sans me préparer, rien. Et puis au mois de novembre, ça a été pareil. J'ai été arrêté novembre, décembre, et puis j'ai dû reprendre un peu les entraînements et j'ai fait la CAN que tout le monde connaît. Et quelques jours après, j'étais à Galatasaray, sans préparation. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine fatigue physique. Même si j'ai envie de travailler, mon corps des fois ne suit pas. Donc j'en ai discuté avec le coach et je pense qu'il était très compréhensif. Et on a décidé de... Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongoran. Bonsoir.